cette peuplade barbare qui a envahi l'Europe à la fin du IIe siècle. Les dogs, les compagnons des Alains étaient eux-mêmes des descendants des grands dogs asiatiques primitifs. Et alors, ces compagnons des Alains, c'était des chiens immenses, très forts, très courageux, et leur courage et leur vaillance étaient exactement proportionnels à leur haute taille et à leur puissance. C'est pour cela que les Alains les utilisaient comme chiens de combat. Et ils sont restés chiens de combat pratiquement jusqu'au Moyen-Âge. Et ce n'est qu'après le Moyen-Âge qu'on a eu l'idée de les croiser avec des lévriers irlandais. Et ensuite, les patients efforts des éleveurs, tout leur programme de sélection, toute cette patience et cet amour qu'ils ont mis dans leur sélection, leur a permis d'arriver à produire ce très beau chien que nous avons là devant nous sur le plateau. Un chien qui est formidable de puissance, c'est, je le rappelle, le chien le plus grand du monde. Mais vous pouvez constater que malgré sa taille, malgré sa puissance, il est admirablement proportionné et il est très élégant. C'est pour ça d'ailleurs que je félicite Brigitte Lahaie d'en avoir choisi un. Il la met parfaitement en valeur. Deux encore, parce qu'il la met parfaitement encore en plus en valeur. Elle n'en a pas besoin. Non, elle n'en a pas besoin, mais c'est une... Bien. Donc, il est devenu, on l'appelait Grand Danois. Pourquoi ce chien? Il a été longtemps appelé Grand Danois parce qu'il y avait beaucoup d'élevages de ce type à la frontière du Schleswig-Holstein. Vous savez, une région qui se trouve à la frontière du Danemark et de l'Allemagne, si bien qu'on avait pris l'habitude de l'appeler Grand Danois. Et en réalité, ça n'est qu'à la fin du 19e siècle qu'on lui a donné le nom de dog allemand, après la réunification de l'Allemagne par la Prusse, et en l'appelant dog allemand, les Allemands ont en quelque sorte voulu rendre hommage au chancelier Bismarck qui possédait plusieurs chiens de cette race. Très bien. Michel Hasbrouck, ce genre de chien, c'est facile à éduquer, c'est dur, il y a des précautions particulières? En tout cas, je peux vous dire une chose, c'est un des rares chiens qui ne m'oblige pas à me baisser pour le caresser. Oui. Bon. Mais il est sûr que ce chien est fort, solide, souvent un petit peu nerveux. On a toujours tendance à considérer qu'un chien de cette taille-là, il faut lui taper dessus volontiers, comme ça il obéira mieux, ce qui est une erreur fondamentale. C'est un chien qu'il faut prendre par la gentillesse, par la douceur, il faut essayer plutôt de le rouler dans la farine, mais la précaution centrale que je voudrais indiquer aux gens, c'est qu'il faut démarrer l'éducation de ce chien le plus vite possible. C'est plus facile de dresser ce chien, puisque à 7 semaines. À 8 semaines, 7 semaines, 8 semaines. Ouais. C'est plus facile lorsqu'il est jeune que lorsqu'il a atteint un développement de 100 kilos. Donc c'est une éducation précoce. Alors, on va commencer à reprendre un peu les gens qui nous ont appelés. Nous avons plusieurs questions même. Une par exemple de M. Ledivna qui habite Ploeren, c'est dans le Finistère. Madame Fredon qui habite à Cuise-la-Motte, tiens c'est amusant ça. Des chiens qui se sauvent en permanence de chez eux en sautant les clôtures. Il se sauve continuellement, il est très excité. Pourquoi ? Alors, il y en a un, c'est un Terre-Neuve qui a 16 mois, et l'autre, c'est un Épagneul Picard de 2 ans. Pourquoi un chien se sauve? Votre Terre-Neuve, monsieur, se sauve. Il faudrait trouver une bonne raison pour que votre chien, au contraire, reste dans la maison. Pourquoi est-ce qu'il se sauve? Je n'en sais rien. Il y a probablement dans votre entourage, dans votre région, des chiennes en chaleur, ou qui ont été en chaleur, et votre chien se dit, c'est peut-être encore une fois aujourd'hui le grand jour. Mais l'idéal pour vous, c'est que votre chien ne se sauve plus. La première précaution à prendre, c'est bien sûr de remonter votre clôture, ou alors d'installer dans votre territoire une espèce de fil suspendu entre 2 arbres et qu'on appelle un trolley, avec une poulie et une chaîne. Mais la meilleure formule, la plus simple et de loin, c'est de faire en sorte que vous donniez à votre chien sa nourriture à l'intérieur de votre maison. Et tous les jours à une porte ou à une entrée différente. Et vous verrez votre chien rester autour de chez vous, surtout si vous ne lui donnez pas trop à manger, qu'il sache qu'il peut avoir à manger un peu n'importe quand dans la maison. Et si vous prenez la précaution aussi de ne pas lui donner à manger à heure fixe, ça n'est pas obligatoire du tout de donner à manger à heure fixe. Vous savez, dans la nature, les chiens se nourrissent quand ils le peuvent. À ce moment-là, votre chien sera toujours en attente de ce qui va se passer chez vous. Il faudrait que, comme on dit aux Galeries Lafayette, il se passe toujours quelque chose dans votre maison et votre chien restera à côté de vous. Bien, très rapidement alors, mademoiselle Sophie Glionec, elle a des gros problèmes parce que son chien, son copain, il s'appelle, c'est un caniche, oui, qui a 2 ans et demi, ne s'adapte pas à son petit ami. Il se blottit dans un coin et ne bouge plus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Changer de petit ami? Il faut changer de petit ami. Non, vous devez, c'est obligatoire, vous savez, même avec un caniche, et je suis éleveur de caniche, j'en parle en connaissance de cause, vous devez faire l'éducation de votre chien et notamment lui imposer l'exercice qu'on appelle le coucher pas bouger. Vous trouverez bien un moyen, comme on dit à la mairie de Paris,
Vous devez mettre votre chien couché dans un coin de la pièce et l'obliger à y rester avec force, caresse et récompense, bien sûr. Hein. Oui, mais là, justement, il reste dans un coin. Là. Elle voudrait que le chien ne se névrose pas. Alors, Le chien, s'il reste dans son coin, la solution la plus simple, c'est de demander à votre petit ami de lui donner, lui, sa gamelle 2 ou 3 fois par jour. Vous mettez des gamelles plus petites et votre ami, vous le lui demandez gentiment, mais je vous fais confiance là-dessus, vous lui demandez d'amener sa gamelle, lui avec vous d'abord et lui tout seul ensuite. Malheureusement, peut-être, votre petit ami n'aime pas trop votre chien et le chien le lui rend. le sent, voilà. Bien, on va reparler un petit peu du caractère du dog allemand. Alors là, nous avons le président, Dr Mera, et Monsieur Dubois. Hein, c'est donc des sommités au niveau du Dog and Club de France. Alors, est-ce qu'on peut... D'abord, on va décrire ce chien un petit peu, la morphologie de ce chien. Comment il doit être, quelle taille, quel poids? Eh bien, écoutez, comme toute race de chien, il y a un standard. Oui. Le standard, c'est un certain nombre de critères qui permettent de dire qu'un chien est beau ou pas beau? est morphologiquement, globalement, agréable Oui. au regard. Oui. Alors, si l'on commence par la tête, d'une manière générale d'abord, c'est un grand chien, vous l'avez tous constaté. Il ne doit pas cependant être trop grand. Mieux vaut un chien moyen, de taille moyenne et bien Ça veut proportionné. dire combien de centimètres au garrot, ça? Ça peut varier, mais disons qu'entre 70 et 80 cm. D'accord, ça c'est précis. Vous avez effectivement parfois des mâles et même parfois des femelles. Vous en avez d'ailleurs une sur le plateau qui sont très très grands. Donc, chien de grande taille, bien proportionné, avec une tête qui doit être expressive, un œil le plus foncé possible, une truffe noire Oui. et un rond de babine ni peu important ni trop important. Ça, c'est un peu trop technique pour nos téléspectateurs, le rond de babine. Avec une tête expressive qui est notamment donnée par... non, mais les babines participent, si vous voulez, à l'expression du chien. Oui. Et un stop, c'est-à-dire le creux Oui, ça, ici, assez profond. Une encolure la plus galbée possible et un rein soudé. Oui. C'est-à-dire que le rein ne doit être ni voussé, ni en dos comme cela, Oui. ni affaissé comme cela. Donc le dos doit être bien soudé, la poitrine doit être large et bien descendue, et les aplombs doivent être exempts de toute déformation. Voilà Donc un beau chien, grand bien chien, bâti, solide et bien bâti. Monsieur Yves-Marie Mera, le caractère de ce chien, bon, on l'a souvent décrié, les gens ont peur de ce chien, il faut bien le dire, hein, les gens ont toujours un mouvement de recul. Alors, la réalité des faits? La réalité, c'est que c'est un chien tout à fait impressionnant, évidemment. Par son volume, il est très dissuasif et c'est en ceci que c'est un chien de garde plus que par sa méchanceté, car il n'est absolument pas méchant. À part quelques exceptions, il y a toujours des maîtres pour rendre des chiens méchants. Mais ça, c'est l'exception qui confirme la règle. Bien éduqué, comme il a été dit tout à l'heure, il est éduqué surtout à l'affectif. C'est un chien extrêmement affectif, qui est très proche de son maître, qui lui est très fidèle et qui a besoin de cette affectivité pour fonctionner. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut un peu tiquer sur le mot dressage, puisque c'est véritablement une éducation qui peut ressembler un peu à celle qu'on fait avec un enfant, puisqu'il y faut beaucoup d'amour et un peu de fermeté. Bien, c'est des chiens qui sont en général au niveau de la santé robustes, monsieur Dubois. Ce sont des chiens qui sont robustes dès lors qu'au niveau de l'élevage, et notamment du chiot, on lui donne suffisamment, à la fois en quantité mais aussi en qualité, Oui. avec un équilibre au niveau du phosphore, au niveau du calcium, qui lui permet d'avoir une croissance harmonieuse. C'est vrai que le grand problème de ces chiens se situe au niveau de la croissance. Et dans le jeune âge qu'ils se forment avec des maladies très spécifiques, avec ces dystrophies des membres dues à des problèmes justement d'équilibre phosphocalcique. Alors ça, je crois que c'est extrêmement facile à comprendre. Et je vais vous dire pourquoi. Un bébé dog, ça naît environ à 400 grammes, c'est-à-dire le 10e du poids d'un bébé. Et ça arrive en un an au poids d'un homme ou au poids d'une femme, c'est-à-dire 10 fois plus vite, mettons. Ça fait une croissance multipliée par 100. C'est le cheval au galop par rapport à la tortue. Hein, Voilà, quand on a compris ça, je crois qu'on a tout compris. sûr. C'est-à-dire que si on ne fait pas de faute, en cours de faute nutritionnelle, en cours d'élevage, ça pousse droit, ça pousse d'aplomb sans problème. Évidemment, si on fait des fautes pendant 15 jours, ça représente peut-être 2 ans de faute chez un bébé.
Bien, alors nous allons voir tous ces chiens tout au long de l'émission parce que vous restez avec nous, on reviendra un petit peu dessus. Mais je crois que là, nous avons la page obligatoire, le passage obligatoire de cette émission, c'est le mini-journal de Petra. On ne peut absolument pas s'y soustraire. Alors on va commencer avec 4 ans de prison pour une escroquerie au chinchilla. C'est un couple d'Italiens qui a été ainsi condamné pour avoir escroqué plus de 3,5 millions de francs à une centaine de personnes en leur faisant miroiter des gains considérables grâce à l'élevage de ces petits animaux sympathiques. Pour 30 000 francs, ils proposaient un mâle et 5 femelles et promettaient de racheter les petits 1 000 francs pièce. Alors en réalité, les animaux de piètre qualité se reproduisaient vraiment très peu quand ils ne mouraient pas dans les semaines qui suivaient la livraison. Ils pourront méditer sur leurs méfaits en prison dès qu'on les aura retrouvés parce que pour l'instant, ils sont en fuite. Alors n'achetez pas de chinchilla n'importe comment. Vous en avez vu un petit extrait la semaine dernière dans le best-of des naissances. Eh bien, vous allez voir aujourd'hui le reportage dans son intégralité. C'est la naissance d'un bébé hippopotame.